On a Romain Desbiennes. Non, il est pas là. Je rigole. Mais il est venu avec toute sa mif, ça régale. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on est sur des planètes rap, ça me tue, j'adore cette vibe. Donc 20h, il est 20h07, bon, on est un peu en retard, c'est pas grave. Hein. On voulait vous faire vivre la fin du match de volley. 20h, il y a Romain qui arrive, il est juste... allez, terminer un petit truc, sans vous dévoiler non plus sa vie privée. Non mais je l'ai vu, il m'a tué. Oui, il a fait. Je fais t'inquiète frérot. 20h, 20h30, on a la chance d'avoir... Vous vous intéressez un peu au basket les gars ? Vite fait. Donc là rapidement, pour vous expliquer, déjà on bat un record cette saison, c'est-à-dire qu'il y a 14 Français qui vont se présenter à la draft NBA. C'est la période où les clubs ils recrutent. Voilà, tu connais les bases. Là, c'est l'année record. L'année record où. Tu suis un peu le basket ? Un petit peu. Nous, on a le SSM pas loin de chez nous. Ok. Bah déjà, bienvenue, hein, parce que là, on s'est parlé depuis tout à l'heure, mais les gens t'ont pas encore vu. Romain, très heureux de t'avoir. Viens un peu avec moi. Comme placé. Ça. Bon, ça, c'est des copains derrière. C'était ouf. J'ai dit, ça fait un peu planète rap. Ça régale. C'est bien. Viens encore, viens un peu. Comme ça, on te voit bien. C'est des micros, il faut vraiment parler dedans pour qu'on t'entende bien. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va. J'expliquais que juste après, on a Ryan Rupert, qui est un futur crack du basket français, qui va sûrement être drafté en top 10 de la draft. Donc on est très content de l'avoir. Je donne un peu le programme de ce qui va suivre. Et derrière, tu suis aussi un peu le foot ou pas ? Ouais, après moi je suis pas trop sport-co, mais je fais un petit peu quand même. Ouais. Bah derrière on va diffuser le match du Sporting Portugal qui se doit de gagner ce soir pour pas dire adieu à la 3ème place face à Braga. Bon Romain, je suis très content de t'avoir. On est à J-5, attendez, je vais vous remettre le décompte là. Ça arrive vite. Ouais. Ça arrive vite hein. J-5 en haut à droite du Bellator Paris. On peut dire que c'est un des gros événements MMA en ce début d'année en France. Ouais. C'est ton premier combat au Bellator. Est-ce que tu vis ça comme un accomplissement ? Bon, déjà, attends, parce que là je rentrais dans la discussion, etc. Présente-toi, qui tu es, t'as quel âge, t'as commencé le MMA quand, etc. En quelques phrases. Non, et moi c'est Romain Desbiennes, Ouais. J'ai 26 ans, donc j'ai commencé le MMA à partir de l'âge de 17 ans. Ah, tu es jeune ? Oui, jeune, mais j'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière, Okay. tu vois. J'ai changé d'équipe entre temps et là maintenant je suis avec le célèbre coach Daniel Warin, donc la team Warin, une super équipe, tout se passe bien. On a reçu tout le monde à part toi. Voilà, c'est ça. T'étais le dernier manquant. Petit dernier, ça voilà. régale. Donc voilà, c'est cool d'être là. Donc pour ceux qui découvrent, nous on a vraiment pour but de vraiment te faire découvrir et démocratiser le MMA. C'est pour ça que ça nous tient aussi à cœur. T'es pas encore une superstar du MMA français. Sans être trop méchant, hein, t'en es conscient je pense, mais on a aussi conscient de mettre la lumière sur des mecs qui vont le devenir, tu vois, et dont tu fais sûrement partie. Pour ceux qui connaissent peut-être pas Daniel Warin, t'as des Benoît Saint-Denis, t'as des Mathieu Duclos qu'on a reçu aussi ici, t'as qui d'autre avec Daniel ? Jorick, exactement. Voilà, t'as beaucoup de monde. Daniel, c'est un des meilleurs coachs français. Ouais. J'imagine que tu diras que c'est le meilleur coach français. Pour moi, c'est le meilleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le plus titré en tout cas des coachs français. Carrément. Je change juste le titre du stream et je te laisse continuer ta petite présentation. Tu veux que je continue là ? Ouais. Non, mais après. T'avais fini ? Ouais, j'avais fini. Okay. J'ai fait quelque chose de simple, quoi. Tu Attends, ça s'appelle dans la sauce. Je te mets dans la sauce direct, frérot. Attends, mais après, qu'est-ce que je peux dire ? Non, mais voilà, quoi. Puis Bellator qui arrive, donc voilà. Accomplissement, suite de plein de choses, et puis voilà. Comment ça s'est passé ton arrivée au Bellator ? En fait, j'ai combattu à l'Hexagone donc fin janvier, donc une grosse orga française aussi. Et donc on a fait un beau résultat. Et derrière on avait des opportunités et puis avec Daniel, comme Daniel connaît bien le gérant de Bellator France, ça s'est suivi, on a eu des contacts et puis ça s'est fait comme ça quoi, mais c'est surtout la performance et je pense que le matchmaker du Bellator a aussi retenu la performance que j'avais fait et voilà quoi, c'est le suivi de tout ça quoi. Bien sûr.
quand tu l'as appris, t'étais excité ou t'étais plus en mode c'est la suite logique de tout ce que j'entreprends depuis quelques mois, années? Suite logique, oui et non. Après, tu sais, je pense que j'ai beaucoup travaillé pour. Ouais. Donc, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est pour ça qu'on a attendu. On voulait pas rentrer dans quelque chose, dans une autre orga. On s'est dit. T'as déjà eu des propositions avant? On a toujours des propositions, surtout avec Daniel, qui est quand même dans le milieu connu. Donc, on a toujours des propositions. Mais on a attendu et puis on a eu le Bellator. Donc, voilà quoi. Dans le sens où t'as eu des propositions avant qui étaient peut-être assez intéressantes et avec Daniel, vous avez jugé que c'était peut-être pas encore le moment? Non, mais on se sentait prêt, on voulait une grosse orga, on savait que le Bellator ça revenait en France et donc c'était le moment. Donc on a laissé un peu de laisse derrière quelques mois pour se reposer et puis on a eu le ticket quoi. Donc ça s'est fait comme ça. On rappelle sur la carte du Bellator Paris, ce qui va être énorme, c'est qu'on a 9 Français dont tu fais partie. Tu fais partie, je crois qu'il y a un deuxième combat franco-français. T'es un des 2 combats. C'est ça, le deuxième c'est Asael contre Georges Chassu. C'est ça, donc on les recevra demain pour le coup. On va faire un petit face-off face à face en live, ça va être marrant je pense. On a reçu Bourama Camara, ton adversaire que tu vas affronter hier. Très bon gars, je sais pas, tu le connaissais, tu vous connaissez un peu? On se connaît, on s'est déjà entraîné une fois ensemble, on s'apprécie tous les deux. Hein. Ouais. Malheureusement dans le combat ça... Je te jure, voilà, je te jure. Tu sais des fois t'es en mode on va essayer de les monter l'un contre l'autre, non mais tu peux pas en fait, les deux sont cool, les deux s'apprécient donc voilà, mais c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est qu'on est capable d'être potes et puis d'être professionnel dans la cage, donc voilà, ça fait partie du jeu. Je pense que oui, chacun de notre côté on aurait préféré affronter un étranger puisqu'on est devant notre public. Bah justement c'est une question que j'avais prévue, tu vois. Ah ouais, ça te fait pas chier d'affronter un Français? Un peu quand même, mais après c'est comme ça, c'est le jeu. Nous ça nous permet de rentrer au Bellator aussi, donc ça fait partie. Clairement. Mais oui, c'est clair qu'on préfère affronter un étranger devant le public français, ça c'est clair. Mais voilà, ça va être un bon affrontement. T'as déjà combattu devant autant de monde? Non, c'est la première fois. Je crois que le plus gros, j'en ai eu 2 gros. J'avais fait l'Européen de beatdown en Belgique, 5000 personnes à Mons Arena, et le Zénith de Paris, là, l'Hexagone. Non, mais là c'est le Zénith déjà, ça commençait à être mignon. Ça va être mignon. Beaucoup de monde, mais là, je pense que Bercy, ça va être quelque chose. Donc, j'ai une question. Est-ce que Daniel Warin a une top dans l'armée? C'est-à-dire? Parce que j'ai l'impression... Alors, c'était comment introduire le fait que tu as été à l'armée aussi, dans la marine, c'est ça? J'étais chez les fusiliers marins. J'ai failli dire chez les Marines. J'ai fait fusilier marin, j'ai fait le stage commando marine aussi. Non, je dis ça par rapport à BSD, à Benoît qui a eu aussi un passé dans l'armée. C'était une manière d'introduire ça. Parce qu'il attire tous les meilleurs militaires. Je te jure. T'en retires quoi? Je sais que t'en as déjà parlé dans certaines interviews, etc. Désolé si tu te répètes, mais il y a des gens qui vont te découvrir aujourd'hui. T'en retires un bon souvenir? Ça t'a aidé? Vas-y, on développe après. Non, mais après, moi je suis rentré à l'armée, je crois que j'étais jeune, je devais avoir 20 ans. J'ai pas fait longtemps, j'ai fait 2 ans et demi. Après, j'ai eu une rupture de contrat, mais c'est surtout que oui, ça a forgé mon mental. Je me rappelle quand même des premières classes fusiliers marins. Tu rentres dans un moule que tu connais pas, ça a été vraiment dur. On avait des instructeurs assez costauds, beaucoup de mecs qui étaient pas à niveau. Donc on a beaucoup ramassé, tu vois. Moi, je me rappelle tous mes frères du 43, d'ailleurs, je leur fais une petite dédicace. Il y en a beaucoup qui seront là d'ailleurs. Merci. Le 43, donc on a vécu pas mal de choses ensemble à l'armée. Et oui, je pense que ça a forgé mon mental, les instructeurs que j'ai eu aussi. Et peut-être que ça c'est dans le combat, je sais pas. Après, derrière, il y a aussi les entraînements de MMA que j'ai fait avec Daniel qui ont forgé aussi tout ce que je suis maintenant. Je pense que c'est tout est complémentaire, donc voilà. Du coup, tout à l'heure, tu as précisé que tu as commencé le MMA à 17 ans. Oui. Tu as commencé le MMA avant d'aller à l'armée? J'ai commencé le MMA avant d'aller à l'armée, mais bon, j'étais jeune, pas trop sérieux. Tu vois, comme on dit, des hauts et des bas, quoi. Je m'impliquais pas forcément à fond. Et ça s'est fait petit à petit. Après, j'ai eu des moments où ça n'a pas été. Après, je me suis rentraîné bien, après moins bien. Donc ça a toujours été. Mais je pense que la vie, c'est comme ça, des hauts et des bas. Bien sûr. Si c'est comme ça marche pas. Il faut que tu plonges pour remonter plus haut. C'est comme les gens qui recherchent l'état de bonheur absolu, alors que le bonheur, c'est juste des moments où tu touches un peu le bonheur, et tu vois, carrément. Mais c'est un truc que tu as réussi à... C'était quoi? C'était un problème de motivation? C'était quoi? Ouais, je pense que j'étais jeune, tard un peu dans ces trucs-là. Moi, j'ai toujours été un peu... Mais ouais, non, peut-être plutôt de... J'arrivais pas trop à me cadrer dans l'entraînement. Les à côté, ça allait pas trop. Non, je pense que... Après, c'est que la maturité aussi. Je pense qu'en grandissant, j'ai changé de vision sur la MMA et je me suis impliqué un peu plus. Et donc voilà, c'est ce qui a donné... Mais est-ce que, à contrario, le MMA t'a aidé peut-être
à trouver certaines valeurs, Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que c'est un sport qui apporte beaucoup de valeurs, le respect, Ouais. le dépassement, la motivation. Après, il faut être persévérant. Je pense que j'ai compris au fur et à mesure qu'il fallait être persévérant, qu'il fallait s'entraîner tout le temps. Parce que même en s'entraînant de temps en temps et en allant au combat, on n'avait pas de carte en main pour gagner. Ouais. Je l'ai compris avec le temps. Et que, donc voilà, quoi, persévérance, c'est ce qui a fait ce que je suis dans le combat maintenant. Je t'ai pas présenté Twitch, je t'ai pas présenté les viewers, je suis désolé, je suis mal poli. Donc là, t'as le chat, en fait, c'est là où les gens écrivent. N'hésitez pas le chat si vous avez des questions pour Romain. Vous avez vu les très bonnes vibes, il est là pour répondre à vos questions. Première question de Bam Bam. Pourquoi le MMA à 17 ans et pourquoi pas les sport co? Tout à l'heure, tu disais que t'aimais pas trop les sport co. Alors, le MMA à 17 ans, c'est parce qu'en fait, moi j'étais dans un lycée, je me faisais un peu connaître dans le lycée et tout, tu vois, mais je savais pas forcément me battre. Donc, tu as des moments où Tu te faisais connaître, c'est-à-dire? Non, mais je me montrais beaucoup, tu vois. C'est-à-dire, je veux savoir, c'est mystérieux. Non, mais je me prenais pour un peu, tu vois, voilà quoi, je me prenais pas pour. Enfin, voilà, je me montrais, on avait une classe avec un peu des petits gangsters du lycée, un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais donc, je savais pas ce que je valais vraiment en combat, je me suis retrouvé dans une histoire où je devais me battre, tu vois. Et donc il y avait du monde à la sortie du lycée et tout, et en fait tout le monde a regardé et tout le monde attendait à ce que je fasse quelque chose, et en fait c'était 2 gars d'une autre ville, et je me suis battu, tu vois. T'as hésité au début? C'est-à-dire c'est ta première baston, tu vois. Ouais, j'ai hésité. T'as quel âge là, tu m'as dit? J'ai 26. Non, à ce moment, au moment où tu racontes l'histoire, excuse. Ouais, bah c'est ça, c'était dans l'année des 17, j'avais 17 ans à peu près. D'accord, ok. C'était début d'année et je suis parti. Donc voilà quoi. Après je me suis pas arrêté. J'en ai démoli un et l'autre il regardait son pote. Tu sais, il regardait son pote et j'étais en train de comme ça. Et puis je me suis dit après. Donc j'ai vu les mecs partir pas bien. Tu vois. Je me suis dit bah punaise. Pourquoi tu ferais pas du combat? Et j'ai commencé à regarder un peu des UFC. Moi j'aimais bien le style à Chuck Liddell à l'époque. C'est un peu gros punch, tu vois, à distance et tout. Et petit à petit, je me suis mis dedans. Il y avait un club qui ouvrait à Boulogne avec Cédric et tout, mes premiers entraîneurs. Et il y a un gars qui dit on dirait un scénario de shonen. Tu connais un peu, tu regardes un peu les mangas? Ouais, un petit peu. Je regarde moins maintenant, mais j'ai toujours regardé un peu les mangas. Shonen, c'est souvent les héros, tu vois, dans ce genre de situation, tu vois, qui découvrent son là où il est fort, quoi, tu vois, et qui découvre sa capacité à se battre, quoi, tu vois. Après, voilà, capacité je dirais plus à combattre après, tu vois, à me battre au début. Et puis aussi, moi je vais pas le cacher, il y a eu je pense un film qui a marqué aussi notre génération, ça a été en 2008, moi je l'ai vu un peu après, mais c'était Never Back Down, tu vois. On l'a souvent entendu ça. Bah ouais, parce que c'est vraiment un classique pour moi du combat, c'est ce qui donne le film a beaucoup d'adrénaline et tout, et je pense que ça fait partie aussi de mes débuts dans la MMA, ce film-là, une grosse inspiration, quoi. Bah, je chope et je saisis le fait que tu parles de Never Back Down. Ça tombe bien, cette semaine, on a une OP avec un film qui s'appelle Sacra. Ok. Tu vas peut-être kiffer. Et bah vas-y, on vous lâche des places si vous voulez y aller. Ah ouais? Ça sort mercredi. Ok, c'est cool. Ça vous va? Ok, cool. Sacra. On va vous en reparler cette semaine, vous inquiétez pas. Ça sort où alors? On peut aller le voir où? Cinéma quoi. Ok. C'est un film sur quoi alors? Bah Attends, je crois que... Me spoil pas trop hein, Attends, mais je crois que j'ai la bande d'annonce. Attends, parce que je l'ai rentré tout à l'heure. Ouais, ça va ça. Ah ouais, c'est bon. Il y a juste le son. D'accord, ok, ouais, lourd. C'est avec qui? Non, c'est pas avec Kitano dans ce film-là? Attends, j'ai cherché tout à l'heure. Donnie Yen. Donnie Yen, ok, ouais. Légende quand même. Ouais, gros Légende acteur, Donnie Yen. Ouais. Légende. Ah, c'est chinois alors? Ouais. Ok. Légende. Mm. Donc, vas-y, je vous lâche des places et vous irez voir ça. Ah, t'as sûr. On l'a vu, c'est vraiment pas mal. Du coup, Never Back Down, tu découvres un peu, on va dire, ta capacité à te défendre. Ouais, je pense plutôt ça au début. début. Le dire comme ça. Ouais. Et c'est marrant, ça te donne pour le coup envie de... Je me dis pourquoi pas en fait. Puis voilà quoi, j'ai poussé les portes, mais au début j'y ai pas forcément cru, tu vois, j'y allais en tant que loisir et j'y ai pas forcément cru, et c'est venu au fur et à mesure quoi, des entraînements et voilà quoi. Intéressant. J'ai jamais lâché le morceau en tout cas. Ouais. Même malgré les hauts et les bas, voilà, ça jamais lâché. C'est toujours resté dans ta tête. Des fois j'en descendais, boum, mais après je disais c'est pas possible, faut que je revienne, faut que je tape, faut que je montre que je suis là, tu vois. Donc attends, t'as 26 ans, je fais un petit rapide calcul de tête, c'était il y a 9 ans. Ouais. Le MMA, forcément le MMA est illégal depuis 3 ans, mais à ce moment-là le MMA est... Et j'aime bien parler de ça aux combattants. Pancras en France. Oui, bien sûr. Mais tu sais, les gens qui ont vécu la transition illégale, légale, tu vois ce que je veux dire. Et il y a 9 ans, clairement, tu fais pas ça pour faire carrière.
Ouais, c'est compliqué en France. C'était vraiment compliqué. Il n'y avait pas l'aura qu'il y a maintenant. C'est vrai qu'en 1 an et demi, tu as vu comment ça a poussé. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'était pas encore comme c'est maintenant. Mais c'est vrai que nous, on était proche de la Belgique, donc on allait beaucoup combattre en Belgique et tout. Donc c'est ce qui a fait que. On avait on pouvait faire beaucoup de compétitions amateurs même en Belgique à l'époque. On avait Gaëtan Hurtel de la Low School Academy il y a une semaine. Et il nous racontait justement ses soirées en Belgique. Ils allaient en Belgique, la cage touchait pratiquement le plafond, etc. Oui, ça c'est. Alors je pense qu'il parle de l'événement, c'était de David Ducas, je pense que c'était l'OFC. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai des amis qui y ont été, c'était vraiment underground. Apparemment, il y avait des chiens. C'est un truc, exactement ça. Ça faisait des drifts sur le parking et tout. Si, c'était l'OFC, ça s'appelait, c'était en Belgique. J'ai mon premier entraîneur, Cédric Feutry, qui a combattu à l'OFC d'ailleurs. C'était comme assez ghetto, c'est fait plus professionnel maintenant. Ouais, je te jure. Mais t'as des anecdotes comme ça. La première anecdote de cette époque-là, c'est-à-dire qui te revient en tête, de cette époque où tu le faisais vraiment pour le sport. Je dis pas que ça a changé maintenant, attention, mais maintenant il y a quand même un enjeu sportif, il y a un calcul, t'es obligé, tu vois, de manager ta carrière, que ça soit l'image, etc. C'est pas pareil, on va dire que c'était un peu plus brut à l'ancienne, tu vois. Et des anecdotes, oui et non, mais c'est vrai que nous on s'entraînait dans. C'était pas comme maintenant, tu vois. Moi j'ai connu vraiment. C'était en quelle année, je sais pas, j'avais 17 ans, donc je sais pas si on fait un flashback, mais c'était vraiment une salle avec que des tapis, tu vois. Et puis et on avait des profs aussi à l'ancienne qui nous montraient des techniques de Viet Vodao et tout, tu vois. C'était vraiment un combo, tu vois. Mais ça fait plaisir d'avoir fait partie de cette époque et d'avoir connu les débuts, tu vois, et voir l'évolution que c'est maintenant. Et je suis content en tout cas d'avoir persisté, tu vois. Je me retrouve là avec maintenant le meilleur coach français, tu vois. C'est clair. Ce que je peux rêver de plus, voilà. Il y a un délire de faire partie, on va dire, d'une scène un peu niche, underground, et de voir l'avènement de ce truc et de le voir évoluer dans le bon sens. Oui, c'est clair. Puis voilà, je pense que c'était une suite logique. Je pense que dans tous les domaines, c'était persévérant. T'as une suite logique, c'est-à-dire que tu commences dans un truc. Comme on dit, brut, tu vois, et tu te professionnalises au fur et à mesure et tu sais ce que tu veux. Moi, c'est pour ça que je suis parti à Paris aussi, c'est parce que... Tu viens d'où ? Moi, je suis de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer ? J'aime trop ma ville, il faut aller la visiter. T'as raison, frérot. C'est absolument... J'ai vu, t'as hésité, t'as cru que j'allais faire une vanne ou quoi ? Non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup ma ville, je suis passionné par ma ville. Mais voilà, quoi, c'est pour ça, et je pense que pour se professionnaliser dans la MMA, il faut partir à Paris, je pense que c'est essentiel. Je faisais de la musique avant. Bon, les gens le savent, mais c'est pareil en fait. En France, dès que tu fais un truc un peu niche, t'es obligé d'être sur Paris en vrai. Mais c'est ça, il n'y a pas que dans les MMA, je pense que dans beaucoup de domaines, Paris ça reste quand même la mecque en France pour pas mal de choses. C'est un passage obligé, je pense. Donc, carrément. Du coup, t'arrives au Bellator. Est-ce que pour la suite, ça te bloque au Bellator ? T'as signé pour un nombre de contrats précis ? Non, là je pense qu'on a signé la clause d'un combat. Ok. Et voilà, on va voir ce que ça donne après ce combat-là, mais voilà, on a signé une clause d'un combat. Ok. T'as conscience de devoir marquer les esprits ou... Bien sûr. Ouais. On est là, on sera là pour marquer les esprits, ça c'est clair. On s'est préparé pour en tout cas, donc voilà. On sait que ça va pas être facile. Mais voilà. On parlait du fait que c'est un combat franco-français. T'as prévu une petite entrée spéciale, quelque chose qui va peut-être... On se souvient de Benoît la dernière fois, qui c'était le premier combat de la soirée. Il a aussi une musique. À l'UFC Paris, je parle, pardon, j'ai pas précisé, tu fais bien de me le dire. Bon, il a une musique d'entrée, c'est la sienne à chaque fois, qui aide quand même quand t'es à Paris à motiver les gens, j'ai envie de dire. Et sa présence et son combat a fait que 2-1, il s'est mis tout le public avec lui et il a set up l'ambiance de la soirée. Dès le début. Ouais, je te jure, c'était parfait. Puis c'est l'impact qu'il a mis au combat, hein. C'est force de frappe. C'est clair. En fait, il voulait que descendre le mec, quoi. C'était pas du combat. Non, il voulait finir. Je te jure. Donc c'est ce qui a impressionné, je pense. T'as prévu un truc pour l'entrée ? Moi, je rentre toujours avec ma musique classique. Je l'ai jamais changé, m'a toujours porté bonheur. Moi, je l'ai toujours mis, j'ai jamais perdu. Quand je l'ai changé une fois, j'ai perdu. donc non, je garde toujours ma musique et puis voilà, je rentre classique, concentré et puis voilà. Ok. On parlait de Benoît. J'avais pas forcément pris de parler, mais vas-y, ça vient comme ça. Ça t'aide, ça aide en tout cas de s'entraîner avec des gars comme ça, avec des Mathieu, avec des teams comme ça ? Non, je pense vraiment qu'on a une équipe super soudée.
dans la victoire comme dans la défaite, Ouais. tu vois, et c'est ce qui fait notre force. On soutient l'entraînement. Je sais que moi, je vais finir mon combat, tu vois, et ben derrière, je vais quand même revenir à l'entraînement pour aider Benoît pour sa préparation, c'est essentiel. Et à l'inverse, lui, il est tout le temps dans le coin, ça, il est là etc. pour moi, tu Je vois. vois, à chaque fois, il Benoît- se déplace avec vous et tout. Ouais, c'est ça. Benoît, c'est un peu le guide de la team, tu vois. C'est un peu le chef de meute de nous tous, tu vois. C'est un peu notre exemple, et donc on le suit et on essaye d'être sur ses traces, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice dans l'équipe, et voilà quoi. Donc on est ce qu'on est maintenant. Et en tout cas, moi, je vais juste dire un truc, c'est que Daniel n'a plus rien à prouver dans les MMA. Oui, Il a tout fait. C'est le coach français le plus titré, et il a quand même décidé de reconstruire quelque chose en France, et il nous a mis ici. Moi je suis arrivé un peu en dernier, et il m'a quand même pris, et c'est que du résultat depuis que je suis avec, donc non, l'équipe est vraiment très très bien, et je pense qu'elle fait partie d'une des meilleures teams maintenant en France, et on essaie de continuer sur cette lancée là quoi. Propre, ça régale. En dehors de la team Warin, il y a un combattant. Tu avais parlé de Chuck Liddell tout à l'heure. Ouais. Un autre combattant peut-être qui t'a inspiré ou qui t'inspire aujourd'hui Non, moi je pense que qui m'inspire, oui et non. Combattant. Après, moi je regarde tous les combats, j'aime beaucoup de combattants. Je pense Colby Covington, j'aime beaucoup quand même. La pression qu'il met, le débit de frappe, il est quand même solide, c'est quand même dur. Après, j'ai pas vraiment de combattant préféré, tu vois. Je regarde tous les combats, et moi j'essaie quand même de créer mon propre style. Et je pense qu'il faut être fidèle à soi-même. Après, il faut s'inspirer un petit peu, mais il faut quand même être en lien avec soi-même. Je pense que c'est le plus important dans le combat. J'étais avec Yves Landu, qui sera aussi sur la carte. J'ai fait un peu de hip-hop quand j'étais jeune. Ok. Et donc t'as dansé? Ouais, j'ai fait un peu de breakdance quand j'étais jeune. Parce que c'est un crack, lui. Ouais, en breakdance, il est très fort. Très très fort. Il fait ses saltos, il fait ses vrilles. Je te jure. Super sympa quand même. Du coup, j'attendrai quelques pas de danse de ta part avant ou après le combat. Après. Non, il nous disait que et c'est le cas de pas mal de combattants, je me rends compte, qu'il est pas hyper fan, enfin dans le sens, toi tu l'as dit, mais mater les combats, etc., suivre un peu l'actualité, etc. Toi, c'est le cas? T'aimes ça? Moi je regarde, mais voilà quoi, je suis pas non plus. Moi le plus important c'est ce que je fais à l'entraînement, tu vois. Alors je m'inspire quelquefois, je regarde de temps en temps, mais les vidéos c'est quand même derrière moi, tu vois. Je me concentre quand même sur moi-même, sur la préparation. Ouais, on regarde de temps en temps l'actualité, on va dire, mais je suis pas non plus à 200% dans l'actualité. Plus vois. Pour savoir ce qui se passe dans ton sport plutôt que... voilà, c'est ça, pour être à jour. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est moi-même et mon évolution personnelle, quoi. Alors, on a parlé des combattants que t'aimais un peu plus. Peut-être ceux que t'aimes ou celui que t'aimes un peu moins. Non, j'ai pas de. Genre un caractère où tu vois, tu te dis, lui, je le sens pas. Non, après, chacun est comme il est. Tant que moi, on me manque pas de respect, tu vois. Je parle vis-à-vis de moi, mais après, chacun est comme il est, tu vois. Je m'en fous en tant que. Mais c'est vrai que le trash talk, ouais, c'est cool, tu vois, ça met du piment, mais ça dépend moi, je suis pas trop pour, tu vois. Après, t'as eu affaire à ça? Non, jamais eu affaire vraiment à ça. Non. J'aurais sûrement affaire peut-être par la suite, mais non, je suis pas trop pour ces choses-là. Alors, combattant que je déteste, non, j'en ai pas forcément là qui me vient en tête. Donc voilà. Mais parce que on parlait, tu sais, on aime bien être super clair avec le fait que oui, le trash talk c'est aussi pour vendre, faire vendre les combats, etc. Mais t'as beau faire ça au début. On aurait pu dire à Bourama et moi de faire un trash talk, tu vois, au début, on aurait pu, et on l'aurait fait d'ailleurs, mais bon. Il est pas trop tard. Non, je pense que. On lui donnera le droit de réponse. Ouais. T'as la caméra là, vas-y, je t'en prie, frérot. Non, on n'est pas du tout. Justement, on a la même façon de parler les choses. J'ai capté quand t'as parlé de lui au début. Ça, c'est cool. Non, mais par contre, ce qu'on disait, c'est que le trash talk a beau des fois commencer pour vendre, etc. À un moment, ça peut partir en vrille, tu vois. Les mecs peuvent le prendre à un moment donné en mode, tu sais, comme quand tu dis des fois pas les mamans, tu vois. Et là, tu parles de la maman et là, ça part en couille, quoi. Tu vois. Oui, c'est clair, non, ça peut arriver. C'est pour ça que moi, si on me le fait, je pense que je vais le faire. Mais sinon, c'est pas moi qui commencera à le faire, en tout cas, au début. Parce qu'on évoquait le cas Nassourdine. Je préfère y aller dans la finesse, tu vois. Ouais, je vois. Rien dire et puis agir au combat. Je pense que c'est plus important que de... Tu vois. Parce qu'on parlait de Nassourdine Imavov, tu vois, où lui, il est pas comme toi. Il est pas en mode je vais commencer le truc, tu vois. Et il avait jamais été trop confronté... Tu veux dire que c'est chauffé avec Buckley. Avec Buckley.
Ouais, sur le dernier. Tu vois, sauf que Buckley, lui, c'est l'ambiance américaine, lui, c'est le show, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je pense qu'ils attendaient pas que Nassourdine y rentre vraiment dans le truc en mode sérieusement, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, il s'est pris au truc et tout. Non, c'est vrai, ouais. Mais c'était stylé à voir dans la cage. Tu sais, quand ils se sont collés un peu, genre en mode, c'est bon, on va se la mettre, tu vois. Mais pourquoi on parlait de ça aussi, c'est que on parlait de ça hier quand on faisait les prélims du Cage Warrior. Ce qu'on kiffe aussi, c'est que malgré ça, malgré quand tu sens que c'est vraiment sérieux, qu'il y a une petite animosité, une fois que le combat est terminé, pratiquement tout le temps, il y a beaucoup de respect entre les combattants. Oui, c'est clair, c'est ce qu'on cherche de toute façon. Mais oui, c'est vrai que oui, le trash talk c'est bien, mais le moins bien c'est de le faire derrière, quoi. Tu sais, après le combat, je pense que ça sert à rien. Dès que le combat il est fait. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de respect dans ce sport, c'est ce que j'aime bien aussi, quoi. C'est les valeurs que ça dégage derrière, surtout après un fight où 2 mecs se sont tapés, tu vois, donc voilà. Du coup, les mecs avec qui tu t'es tapé à 17 ans, tu leur as serré la main après? Non. J'ai pas eu l'occasion de les recroiser, mais après j'aurais pas d'animosité, je pense pas en tout cas. Sacha m'a parlé d'un coup spécial de ta part. Dis-moi. Le middle punch. Ah, celui qu'on attendait avec Karaté Bushido. Ouais, je l'avais. Alors, c'est un coup que j'avais vu quand j'étais à Lille avec un entraîneur, Rachid et tout. Et Daniel me l'a remis au goût du jour. Il m'a dit refais ça. Et on l'a retravaillé bien avec Daniel. Et ouais, c'est un middle que t'envoies. Et derrière, t'envoies un Superman punch. Tu peux, sans, parce que j'aime pas trop demander aux combattants qui nous montrent des trucs en conditions réelles avant leur combat, parce qu'on sait jamais, tu vois. Mais tu peux nous le montrer sans que tu forces? C'est comme ça, là? Ouais. Sur moi. Non. Il faut que je mette le plastron ou pas? Non, c'est bon. Okay. Mets-toi ici, là. Attends. Je vais retirer ça. T'as l'air beaucoup trop motivé, j'ai peur, là. Non, je vais pas te... Là, ici, serre ta garde. Là, t'envoies ici. Et boum, tu renvoies le punch ici derrière, ok? Ok. Donc je t'envoie le middle ici, et au lieu de reposer derrière, j'envoie, et tout de suite derrière. Ah ouais, sans reposer le pied? Voilà, c'est ça, sans reposer le pied. Fort. Ça, c'est le middle punch, du coup. Voilà, middle punch, la spéciale, que Daniel m'a appris. Du coup, tu vas la mettre à quelle round, celle-ci? Je ne dis rien. Bon, ça rigole. On donne pas les infos. Je rigole bien évidemment. Romain, merci en tout cas. Ouais, merci. Ça régale. Merci à toi. On sera sur place vendredi. Gros programme, on va vous poster le... Bah tu sais quoi, vas-y, en exclu, je vais vous montrer le... On vous l'a pas encore posté sur les réseaux, mais je vais vous montrer ça pour vous montrer un peu le programme de la semaine prochaine. Gros programme vraiment qu'on vous a préparé pour... Regarde qui on reçoit en studio la semaine prochaine. Petite légende. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Du coup, demain, on sera avec David Gallon, autre combattant français de la carte. Attendez, elle n'est pas à jour. Je vais vous mettre la carte à jour comme il faut. J'ai pas mis la dernière version. Ok, c'est bon, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc, du coup, David Gallon, demain à 13h. À 17h, on se fait face-à-face en live entre Adjou Jazael et Georges Sassu. C'est beau ça quand même, un truc en live comme ça. Ça va être marrant, tu vois. Ça peut être marrant. Les deux sont ok en plus, c'est cool. 11h, on se fait la conférence de presse du Bellator en live de la Tour Eiffel. Ils font pas les choses à moitié cette année. 17h, Royce Gracie. Légende. C'est incroyable, incroyable. Je vous invite à aller faire vos petites recherches sur qui sont et qui est la famille Gracie. Oui, Yanga, t'as bien lu. Royce Gracie et Ousmane Nurmagomedov en live. Ici même dans le studio, on vous l'a dit, soirée exceptionnelle égale semaine exceptionnelle. Quand on dit exceptionnel, c'est pas en mode on va faire une partie de FIFA en ligne, tu vois ce que je veux dire. 17h, on reçoit Ousmane qui sera présent à l'Accor Arena pour faire monter la pression si jamais Mansour gagne son combat, parce que pourquoi? On le sait, c'est sur un format de tournoi. Si Mansour gagne son combat face à Primus, il rencontrera Ousmane de la famille Nurmagomedov ça sera les demi-finales, il me semble, sur le tournoi. Si Mansour gagne. C'est ça. Et il va gagner. Alors là, j'ai aucun doute. Voilà. Alors, faut pas trop non plus lui mettre la pression, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il subit la pression non plus. C'est comme un client Primus. Hein? C'est un client, bien sûr. Il est prêt pour ça. Je pense de fou. 13h, on se fait la pesée en live du Bellator, et vendredi à 16h, on sera en live de l'Accor Arena pour vous faire vivre l'avant-combat. On sera accompagné d'Oumarcy.
Ça va régaler. Oumar, Ouais. je le connais bien. Tu le connais? Ouais, super sympa. C'est une crème, ce On s'est type. entraîné une fois ensemble à On Air à la Courneuve. Ok. Ouais. Non, Régal Oumar, c'est la famille. On sera ensemble et derrière, on va commenter les combats et on va vous diffuser les combats de la carte préliminaire. 3 heures de combat en live sur le Twitch RMC Sport. On sera en bord de cage pour vous commenter tout ça, ça va être énorme. Et à 20h30, on ira du côté de RMC Sport pour vivre la carte principale. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. Ça va, ça a été? T'as coupé? Non, mais de toute façon, nous on coupe pas, on est toujours en live, C'est frère. vrai. Non, ça coupe pas. On a coupé. Non, t'en fais pas. Mais t'inquiète, je vais te raccompagner, on va pouvoir parler un peu. Ça a été? Ouais, parfait, Ouais. nickel.